Julia Rensky, bonjour. Merci de participer à cette rubrique MAP décodage du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité, rubrique dans laquelle nous allons parler du FGAO, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et de la conduite sans assurance. Bonjour Laurent, merci de votre invitation. Alors, tout d'abord, une présentation de votre fonction. Julien, vous êtes directeur général du FGAO. Oui, absolument. Et je suis parallèlement directeur du FGTI, qui prend en charge les victimes d'attentats et de crimes de droit commun, puisque les deux fonds font l'objet d'une gestion intégrée et mutualisée. D'accord, donc ce sont deux organismes non, distincts mais regroupés en un dans la gestion. C'est ça, ces deux organismes qui ont chacun leur personnalité morale, leur gouvernance, mais qui ont des équipes intégrées et donc qui gèrent ensemble les deux fonds de garantie. Très bien. Alors là, aujourd'hui, on est plus particulièrement sur le FGAO. Donc, en un mot, le FGAO, c'est quoi? Comment peut-on le décrire? Alors le FGAO, c'est un service public qui a été créé de longue date, hein, en 1951, et dont la mission est de prendre en charge les victimes d'accidents de la circulation qui n'ont pas d'autre recours que donc la solidarité nationale que le fonds de garantie met en œuvre. Euh, le fonds de garantie, il est au point je dirais, de rendez-vous entre la communauté des assureurs et les pouvoirs publics, et qui sont donc unis pour prendre en charge les victimes de la non-assurance. Alors, depuis 2018, je crois, le FGAO publie un baromètre, le baromètre qui s'appelle, je crois, baromètre de la non-assurance routière. Très brièvement, parce qu'on va avoir l'occasion justement dans notre échange d'en reparler, mais quel est son objectif et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce baromètre? Bah, je dirais que l'objectif, il est double. Lorsque on l'a donc créé en 2018, le premier, c'est de rendre compte de l'évolution du phénomène de la non-assurance. On y reviendra, un phénomène qui n'est pas nécessairement facile à saisir. Et puis, deuxièmement, de sensibiliser l'ensemble des acteurs et le public et la presse aux enjeux et aux risques de la non-assurance et à la nécessité de lutter contre ce qui est un fléau pour notre collectivité. C'est un outil effectivement précieux. On va voir. Ben, ce que je vous propose, c'est que nous rentrions dans ce baromètre justement pour échanger sur je dirais, les problématiques de la conduite sans assurance, sur ces grands enjeux. Je lance un tout petit jingle musical et puis on se retrouve juste après. Voilà. Alors, première question. Cette conduite sans assurance, Julien, est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène de société? Alors, c'est un phénomène, je dirais que c'est un phénomène grave qui concerne notre société. Là où je suis un peu hésitant sur l'expression phénomène de société, c'est que il ne faut pas donner non plus l'impression que c'est un phénomène répandu, massif parmi les automobilistes. Au contraire, il faut d'emblée souligner, et c'est heureux, que l'écrasante majorité des Français respectent la loi qui impose l'obligation d'assurance de responsabilité civile, et que donc la non-assurance, donc les conducteurs qui violent cette obligation légale, sont heureusement très très minoritaires, et que c'est un phénomène marginal. C'est pas pour autant que ce n'est pas un phénomène grave et préoccupant. Pourquoi? Parce que évidemment les victimes de conducteurs non assurés doivent être prises en charge. C'est la Mhm. première priorité, c'est le premier enjeu du fonds de garantie, et merci encore une fois de me donner l'occasion de rappeler cette mission. Si quelqu'un est victime d'un accident causé par un conducteur qui n'est pas assuré, eh bien le fonds de garantie est là. Le deuxième enjeu qui appelle à cette mobilisation, c'est le coût pour la collectivité des assurés. Puisque, peut-être d'un mot, le mécanisme du fonds de garantie, c'est que il va donc prendre en charge la victime et ensuite se retourner contre l'auteur de l'accident, lorsqu'il est connu, pour lui demander de rembourser les indemnités versées à la victime.
Simplement, on constate que malgré les efforts que nous déployons au titre du recours contre les auteurs, eh bien, le fonds doit être financé par un prélèvement obligatoire qui pèse sur la communauté des assurés. Donc, deuxième enjeu, c'est préserver les intérêts de l'ensemble des assurés français. Et puis, troisième enjeu, on y reviendra peut-être aussi, c'est vis-à-vis des auteurs non assurés qui causent ces accidents. Le fonds de garantie va indemniser la victime, mais je l'ai dit, il va se retourner contre les auteurs, puisque ce sont les responsables des accidents. Et nous allons être conduits à réclamer des sommes extrêmement importantes lorsque l'accident est grave et qu'il y a des séquelles graves du côté de la victime, des sommes extrêmement importantes à l'auteur. Et on va y venir, mais c'est souvent des conducteurs jeunes qui vont ainsi se retrouver avec une dette très importante vis-à-vis du fonds de garantie qui va obérer leurs perspectives financières. Et ça aussi, c'est un des éléments de ce que j'appelle le fléau de la non-assurance. Mmh. Alors c'est quand même un chiffre effectivement, on voit souvent des enquêtes, on donne des chiffres, mais je pense que c'est très difficile d'évaluer le nombre de conducteurs en fait, qui conduisent sans assurance. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, on va dire? Alors, nous, ce que l'on connaît, c'est les conducteurs non assurés qui ont causé des accidents, puisque Mmh. nous prenons en charge les victimes. Et donc Mmh. ça, c'est un chiffre qui était en 2023, hein, puisque c'est les derniers chiffres disponibles. Nous préparons le prochain baromètre euh, de l'ordre de 25 000 conducteurs, avec dans 8 000 situations où l'accident s'est traduit par des victimes blessées. Donc Mmh. ça, c'est nos données qui sont robustes, mais qui sont parcellaires, parce que les conducteurs qui ne causent pas d'accident, nous ne les connaissons pas. Mmh. En revanche, la sécurité sociale, le ministère de l'Intérieur, a publié une estimation qui est de l'ordre de 650 000 conducteurs qui rouleraient sans assurance en France. Mmh. Je reviens à mon premier point de tout à l'heure, c'est beaucoup, c'est néanmoins à mettre en rapport avec les 57 millions de Français qui roulent assurés. Et ça, on le sait de manière sûre, puisqu'ils sont répertoriés dans le fichier des véhicules Des véhicules assurés, assurés. auquel on reviendra peut-être aussi. Oui, effectivement, on va parler de tout cet environnement effectivement qui est mis en place. Alors, peut-être justement d'avancer dans notre échange, hem, voyons la façon dont justement le FGAO intervient concrètement, hein. Vous en avez déjà un petit peu décrit quelques phases, mais finalement, donc parlons des victimes. Dans quel cas une victime est-elle indemnisée par le FGAO? Alors, il y a deux situations principales. Il y a la victime d'un accident causé par un conducteur non assuré. On ne l'a pas dit, mais on parle bien d'assurance de responsabilité civile. C'est celle qui fait l'objet d'une obligation légale, c'est-à-dire l'obligation de s'assurer au titre des dommages que je peux causer aux autres. Donc, si l'auteur de l'accident n'est pas assuré en responsabilité civile, il n'y a pas d'assureur qui intervient pour prendre en charge cette victime. Donc là, nous intervenons. Ça représente de l'ordre de trois quarts, 80% des victimes que nous prenons en charge. Il y a une autre situation qui est l'auteur inconnu parce qu'il a pris la fuite. Ça Mmh. représente de l'ordre de 2000 victimes par an. C'est significatif. Et c'est toute une série de situations où, par exemple, un chauffard renverse un cycliste euh, euh, en le frôlant ou en le touchant même, et puis ne s'arrête pas et prend la fuite. Et ça, c'est un comportement qui est encore une fois très très marginal, mais qui est en progression et qui nous inquiète et qui est évidemment particulièrement scandaleux, puisqu'on sait bien que dans cette situation, ça va souvent retarder l'arrivée des premiers secours. Mmh mh. Alors,
Effectivement, on parle de non-assurance. Vous avez parlé de la responsabilité civile. Peut-être qu'on en redira deux mots tout à l'heure parce que c'est effectivement la perception de ce qu'est l'assurance automobile, on va dire. Euh, et donc, vous avez parlé de victimes, effectivement, pour délit de fuite. Peut-être aussi qu'on a parfois des gens qui pensent être assurés et qui finalement ne le sont pas. Est-ce que c'est parfois le cas aussi, notamment quand, par exemple, un conducteur est déclaré occasionnel sur un véhicule qu'il va utiliser plus régulièrement? Ça peut être le cas parfois. Oui, absolument. C'est des situations que l'on constate. Moi, ce qui me frappe le plus, parce que c'est ce qui est vraiment ressorti des enquêtes terrain qu'on a menées, c'est la confusion sur le sens de l'assurance de responsabilité civile, euh, avec parfois des jeunes notamment qui, je pense de bonne foi, n'ont pas bien compris que l'idée n'est pas tant de protéger leur propre véhicule que de respecter cette obligation de s'assurer pour les dommages qu'on peut causer aux autres. Mhm. Et dans les interviews qu'on a pu mener dans le cadre de panels avec des jeunes, on a constaté que des jeunes parfois disent ah ben moi je ne m'assure pas parce que j'ai une vieille guimbarde et donc ça ne vaut pas le coup de m'assurer. Sauf que c'est pas le sujet du tout. D'abord c'est pas un choix, c'est une obligation légale et encore une fois on s'assure pour les dommages qu'on cause aux autres. Mhm. Ben, peut-être qu'effectivement, la notion de responsabilité civile est quelque chose qui doit être approfondi, approché, expliqué. Peut-être effectivement tout au long de la vie d'un jeune, depuis la scolarité. On est habitué d'ailleurs à avoir une assurance scolaire. Pourrait peut-être expliquer déjà depuis cette assurance scolaire ce que c'est, mais sachant qu'effectivement, la responsabilité civile semble quelque chose de mal maîtrisé chez nos concitoyens, je crois, hein. C'est ce que vous venez d'expliquer. Ouais. Oui, je partage complètement. Et l'enjeu de la pédagogie auprès des jeunes est fondamental parce que voilà, on constate que les jeunes sont surreprésentés parmi les conducteurs non assurés. Alors, bah, ça va permettre une transition pour arriver sur un passage où on va essayer de décrire qui sont ces non-assurés. Alors, on a évoqué justement le baromètre. Prenons le temps de regarder quelques grands chiffres de ce baromètre. Euh, alors, tout d'abord, expliquons peut-être, évoquons les causes de conduite sans assurance. Il y a peut-être plusieurs causes. Les causes de conduite non assurance, on en a un peu parlé, mais enfin, méconnaissance du risque avec le choix de faire l'impasse sur l'assurance. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez déjà dit avant, ou est-ce qu'on a à peu près serré toutes les causes? Alors, ben, sur les causes, c'est évidemment la question qui nous préoccupe de longue date. Bon, il n'y a évidemment pas de réponse scientifique, mais il y a, je dirais, un peu des faisceaux d'indices qui pointent vers trois grandes catégories de causes. Il y a celle que vous avez citée, la méconnaissance. Euh, bon, je ne savais pas qu'il fallait être assuré. Ça me paraît assez rare. En revanche, je n'ai pas bien compris le sens de cette obligation d'assurance, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, oui, on le constate. Euh, bah, quand j'aurai une plus belle voiture, je m'assurerai. Bon, Mm. c'est évidemment une erreur totale. Donc la méconnaissance, ça existe. Il y a deux autres facteurs, je pense qu'il faut souligner. Euh, le deuxième, c'est bon, des comportements de délinquance routière, je dirais tous azimuts, qui font que le défaut d'assurance est une infraction parmi d'autres. C'est des conducteurs qui roulent parfois sans permis, sous l'emprise des stupéfiants, qui ne respectent pas le code de la route, et j'allais dire qui accessoirement ne sont pas assurés. Mais donc ça, c'est vraiment des phénomènes de délinquance routière qui appellent des réponses particulières. Et puis il y a, je pense, une troisième série de causes autour de l'enjeu économique. Euh, Mhm. Parce que, et c'est un sujet qu'on a creusé ensemble d'ailleurs, pour approfondir euh, cette problématique de l'accessibilité, en particulier des jeunes, à une assurance automobile qui représente
parfois un montant substantiel dans un budget de jeunes. Et le coût de l'assurance automobile, notamment pour les primo-conducteurs, c'est un coût qui est significatif. Il est le reflet, et c'est ce que disent les assureurs à juste titre, il est le reflet du risque élevé que représentent les jeunes. On sait que les jeunes sont surreprésentés dans les statistiques de l'accidentalité routière. Et ça peut constituer un obstacle à la démarche d'assurance, en se disant, eh bien, je m'assurerai plus tard quand je gagnerai plus. Voilà, donc 3 grandes causes. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ce qui nous apparaît comme les principales et qui appellent des réponses différentes. Mmh. Sur le profil, je sais que dans le baromètre, il est question du profil, de ces non-assurés. Alors, toujours délicat, on peut trouver effectivement des non-assurés sur l'ensemble de la population, mais il y a quand même un profil peut-être surreprésenté. Vous voyez, ce qui se dégage, c'est sorte là aussi de profil type. Bon, le conducteur non assuré est à 80% un homme, Mmh. euh, un homme jeune. Dans 60% des cas, le conducteur non assuré a moins de 35 ans. Euh, donc, c'est un homme jeune, avec souvent un, des revenus faibles ou une absence de revenus. Je vois une surreprésentation des personnes sans activité, des étudiants. Euh, et puis, dernier élément qu'on a essayé aussi de cerner, c'est la répartition géographique. Alors là aussi, il y a potentiellement de la non-assurance dans l'ensemble du territoire, mais avec des taux de non-assurance plus élevés en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône, pour Mmh. simplifier. Mmh. Je dirais que l'élément surdéterminant du profil, c'est le jeune homme avec des revenus modestes ou nuls. Mmh. Mmh. J'ai quelques chiffres que je me permets de donner. Effectivement, on parlait d'une catégorie, alors, catégorie socio-professionnelle, en tout cas, vous indiquez la classe ouvrière 22%, des étudiants 16%, on trouve une population en chômage de 11%, des personnes sans activité aussi 9%. Donc voilà, ça confirme un peu l'enjeu, on va dire, économique de l'accès à l'assurance, certainement. Mais ça peut expliquer peut-être aussi un phénomène de non-connaissance, de non-compréhension de l'environnement. Ce qui peut nous interpeller aussi, c'est une espèce de montée en puissance depuis 6 ans au niveau des études, et peut-être une augmentation due aux EDPM, aux engins de déplacement personnel motorisés, donc les trottinettes notamment. Ça, c'est quelque chose que vous constatez? Oui, absolument. Alors, c'est une augmentation qui est aussi à la mesure de la diffusion de ces nouveaux engins de déplacement dans nos modes de vie, dans la société. Mais on a une progression forte. Et je disais qu'on est en train de préparer le nouveau baromètre de la non-assurance. Je peux d'ores et déjà vous donner un scoop, c'est que les trottinettes électriques et globalement les EDPM aujourd'hui dépassent les deux roues classiques dans les chiffres du fonds de garantie en termes de nombre d'accidents et de victimes prises en charge. Et évidemment, votre question est l'occasion de rappeler euh, ce qui devrait être l'évidence, mais que tout le monde ne sait pas, c'est que la trottinette électrique est soumise à l'obligation d'assurance de responsabilité civile. Euh, voilà, ce qui est encore, je pense, méconnu. euh, et on le voit, on le voit parfois au moment des fêtes. Hein, voilà, des parents vont offrir une trottinette électrique euh, et ne vont pas se poser la question de l'assurance. Les Oui, deux doivent aller ensemble. oui. Alors, une action certainement importante à mener, bien que le vendeur devrait l'indiquer. Je suppose que sur les éléments de vente, puisqu'on
on n'a plus en France trop de trottinettes en partage, mais ces trottinettes en flotte dans les villes étaient, je pense, assurées par le phénomène de flotte. Néanmoins, quand on est particulier et propriétaire d'une trottinette, effectivement, c'est quelque chose à quoi on ne songe pas particulièrement. Mais rappelez, vous avez raison, que c'est un engin à moteur avec des règles très précises et donc une obligation d'assurance. Ouais. Euh, Vous avez aussi brièvement parlé au début des multi-infractionnistes, multi-récidivistes. Finalement, vous avez quelques chiffres, je crois, non? Je me permets Oui, d'en donner. Conducteurs non assurés qui cumulent des infractions. Je vois 25% des non assurés sont également contrôlés positifs aux stupéfiants. C'est oui, ça? absolument. Et 36% de conducteurs non assurés n'ont pas le permis. Donc Oui. ça illustre quand même ce phénomène des multi-infractionnistes, qui est un enjeu important et qui, dans la lutte contre la non-assurance, montre que là, elle doit s'insérer dans voilà, une lutte contre la délinquance routière globalement. Hum, hum, hum. Alors effectivement, une surreprésentation parce que je vois que dans le baromètre, il était indiqué 25% non assurés contre, enfin, pris en stupéfiants contre 5% pour les assurés et Ouais. 36% sans permis contre 3% pour les assurés. Donc voilà, on montrait quand même qu'il y a vraiment une surreprésentation dans cette population, ce qui permet de caractériser la multi-infraction, effectivement. Ouais. Euh, Dans la progression de notre avancée, donc on vient parler du profil, des causes, mais donc le FGAO, au-delà de son action d'accompagner les victimes, essaye d'agir pour justement limiter le phénomène. Donc ce sont toutes les actions qui sont mises en place pour justement lutter contre la conduite sans assurance. Alors, quelles sont les actions que vous menez? Je suppose qu'elles sont multiples. Oui, je pense que face au constat là qu'on a brossé ensemble de la non-assurance et des non-assurés et de ce fléau que ça représente pour la collectivité, à côté, ce qui est notre priorité, la prise en charge des victimes, mais il y a cet enjeu de lutte contre la non-assurance. Alors pour aller vite, il y a deux leviers majeurs, hein. Il y a la prévention et puis il y a la répression. Mhm. Les deux sont indispensables. Alors, s'agissant de la prévention, c'est une des missions légales qui a été confiée au fonds de garantie, même si, peut-être que là aussi on y reviendra, c'est évidemment un enjeu collectif et qui n'est pas de la seule responsabilité du fonds de garantie, qui concerne l'ensemble des acteurs, les assureurs, les commercialisateurs, par exemple de trottinettes, vous l'évoquiez tout à Mhm. l'heure, euh, les parents, etc., etc. En ce qui concerne le fonds de garantie, nos actions, je dirais que c'est d'abord une action d'information, de pédagogie, notamment au travers du baromètre de la non-assurance. C'est aussi des campagnes de communication, de sensibilisation que nous diffusons en particulier sur les réseaux sociaux parce que l'objectif, c'est d'atteindre au plus près justement les jeunes dont nous avons vu qu'ils sont surreprésentés parmi les conducteurs non assurés. Et nous avons lancé une campagne autour du thème du pari sportif pour montrer que le ne pas s'assurer est le pire des paris parce que il peut coûter extrêmement cher lorsque on cause un accident et que le fonds de garantie vous réclame de rembourser les sommes versées à la victime. Donc, action de campagne de sensibilisation, je l'évoquais. On a voulu aussi une action plus ciblée, plus sur le terrain, euh, auprès en particulier des jeunes en insertion professionnelle. Et on a à ce titre noué un partenariat avec l'Union des missions locales, qui est, on le sait, très, très implantée sur le territoire, et qui sont donc nos partenaires pour relayer ces messages de sensibilisation auprès des jeunes. Je voudrais évoquer aussi un élément de l'actualité récente de l'année dernière qui a été la suppression de l'attestation
d'assurance Mmh. qu'on collait sur nos pare-brises jusque-là, euh, avec pour nous un enjeu consistant à redoubler d'efforts de sensibilisation dans ce contexte pour qu'il n'y ait surtout pas de confusion entre suppression de l'attestation d'assurance et suppression Effectivement. de l'obligation d'assurance, puisque celle-ci, Mmh. évidemment, n'a pas été supprimée. Donc je dirais que voilà quelques exemples, il y en aurait d'autres à évoquer, mais je ne veux pas être trop long, d'une action qui se veut prioritairement orientée vers les jeunes hommes, notamment, on l'évoquait tout à l'heure, euh, voilà, en essayant de trouver les canaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et puis des thématiques qui peuvent faire sens, le pari sportif, pour les sensibiliser. Alors là, vous venez de parler du côté sensibilisation-prévention, il y a aussi le côté répression. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qu'on a vu paraître dans les médias, mais un chiffre donné par l'Observatoire national interministériel à la sécurité routière, l'ONISR. On a l'impression que la conduite sans assurance est le premier délit constaté. Bon. Vous avez une analyse peut-être plus prudente sur ce fait. S'il y a un chiffre, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être plus de contrôle aujourd'hui. Oui, c'est absolument ça. L'ONISR, donc le ministère de l'Intérieur, a publié il y a quelques, quelques semaines un chiffre frappant indiquant une multiplication par 3 du nombre des délits de conduite en défaut d'assurance constatés entre 2018 et 2023. Mhm. Et en effet, il y a pu y avoir des réactions sur le mode ah mais il y a une explosion de la non-assurance en France. Bon, la réalité, c'est que nous ne constatons pas une, une explosion du nombre d'accidents causés par des non-assurés et des victimes. Je dirais au contraire, par rapport à 2019, nous avons, et heureusement, des chiffres en baisse. Là aussi, peut-être un peu en avant-première sur notre nouveau baromètre, on constate qu'en 2024, on a une légère reprise, une légère hausse du nombre des victimes, mais on reste bien en dessous de 2019. Donc, non, il n'y a pas une explosion du phénomène de la conduite sans assurance. En revanche, il y a une progression extrêmement forte de l'action des pouvoirs publics, des forces de l'ordre, et donc de la constatation des délits. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre la non-assurance. Euh, J'ai coutume de dire qu'en quelque sorte, on a changé d'air, on est sorti du pas vu, pas pris, qui a longtemps été la règle, qui était un peu de se dire, bah, je suis pas assuré, mais je vais passer entre les gouttes, ça va pas se voir. Là, on a changé de paradigme. Le nombre des contrôles a été très très significativement renforcé, et donc on a une efficacité de la répression qui est beaucoup plus forte. Alors comment elle s'explique? Je crois qu'il y a deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est la création il y a quelques années de l'amende forfaitaire délictuelle. Mhm. Si vous êtes contrôlé en défaut d'assurance, vous aurez à payer 750 euros et plus en cas de récidive. Euh, mais ça a permis une simplification drastique de la procédure de verbalisation des conducteurs en défaut d'assurance. Ça, c'est la première chose. Peut-être rappeler quel était le mode avant cette amende forfaitaire. C'était moins dissuasif. Avant, c'était plus lourd. Euh, il fallait rédiger un constat. Enfin, je n'ai plus le terme en tête exactement, mais il fallait que le gendarme rédige toute une procédure, qu'elle soit transmise au procureur, C'était plus long. etc., etc. Aujourd'hui, d'un clic quasiment, la La sanction verbalisation et l'amende est faite, quoi. est faite. Mm. Donc c'est un gain d'efficacité absolument considérable pour les forces de l'ordre, ce qui a permis de multiplier les contrôles. Et l'autre élément décisif, c'est le fichier des véhicules assurés, auquel vous avez déjà consacré une émission.
euh, mais qui, là aussi, a beaucoup changé les choses et le fonds de garantie en est très heureux puisque avec les assureurs, avec les pouvoirs publics, il a été un des acteurs qui a permis ce fichier de voir le jour, qui permet maintenant aux forces de l'ordre de contrôler, là aussi d'un clic, si l'immatriculation qu'ils ont en phase 2 figure ou non dans le fichier des véhicules assurés. S'il n'y figure pas, c'est que c'est donc un véhicule non assuré. Mhm. Alors, justement, ce fichier des véhicules assurés, alors merci d'avoir rappelé que nous avons consacré justement le numéro précédent du map décodage sur le fichier des véhicules assurés. Vous y avez collaboré, ça a été long à mettre en place parce qu'on sait que c'est compliqué de mettre en transversalité l'ensemble des systèmes informatiques des assureurs, des pouvoirs publics, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui existe. Alors, le fonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, on a un contrôle en bord de route, mais on peut penser qu'il y aura peut-être une généralisation de l'automatisation, ce qui pourra peut-être renforcer encore ce pas vu, pas pris. J'entends notamment l'utilisation du FVA, d'un contrôle de l'assurance lorsqu'il y a un contrôle radar automatique ou lorsqu'il y a aussi les contrôles de non-règlement de parking, par exemple. Tout ça se fait, mais je crois que le FVA n'entre pas dans ce champ. Aujourd'hui, vous seriez favorable à ce que ce soit généralisé? Ah, le FVA est un outil magnifique et vous avez rappelé sa genèse. Je pense que on peut se féliciter que notre pays ait réussi par l'action, encore une fois, collective des assureurs, de l'État, du fonds de garantie à le faire émerger. Il est d'ores et déjà aujourd'hui très utile, on l'évoquait tout à l'heure. Moi, je plaide pour qu'il soit en effet utilisé encore davantage, notamment dans le cadre de contrôle radar automatique, pour pouvoir, lorsque un automobiliste est, par exemple, en excès de vitesse, qu'il puisse être contrôlé simultanément s'il est ou non assuré, et si ce n'est pas le cas, qu'il puisse y avoir une verbalisation automatique. Mmh. Euh, Mmh. donc ça, c'est une décision qui incombe au pouvoir public. Euh, je pense que, en tout cas, ce dont il faut se réjouir, c'est qu'on ait aujourd'hui l'outil pour aller dans cette direction et rappeler en tout état de cause que cet outil, il est d'ores et déjà utilisé et qui produit d'ores et déjà du fruit. Mmh. Alors, ce sera justement l'observation que vous pourrez en faire, puisqu'on voit bien que les baromètres ont un décalage d'un an ou 2 ans. Donc là, à voir dans le futur si effectivement ça va effectivement améliorer les choses et on sera dans cette suppression du pas vu, pas pris, comme vous l'avez indiqué. On voit derrière vous, Julien, un drapeau bleu, blanc, rouge. Donc l'État, et vous l'avez dit, donc c'est une forte préoccupation de l'État et une mission qui vous est confiée euh, d'agir en fait contre cette conduite en fait au niveau de l'État. Oui, absolument, c'est des missions que la loi nous confie. Euh, et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, je suis heureux de pouvoir en parler avec vous pour diffuser un petit peu la bonne parole. Il ne faut pas exagérer l'importance de la non-assurance, mais c'est un phénomène qui existe encore en France, euh, plus que dans un certain nombre de nos partenaires européens. La France est un peu en retard dans la lutte contre ce phénomène. Et voilà, on constate tous les jours les conséquences dramatiques qu'il Mmh. comporte. Mmh. Donc oui, il faut surtout pas relâcher l'effort. Oui, bah, c'est ce que j'allais vous demander un peu en synthèse de tout ce que l'on vient de se dire, tous les points très assez exhaustifs que l'on a pu aborder justement pour bien comprendre tout ça. Quelle serait une synthèse et un peu les conseils sur lesquels il faudrait justement insister ou vous auriez envie de donner quoi en fait? Ouais, je dirais que la synthèse, c'est fondamentalement que voilà, on a un dispositif de contrôle qui a très fortement progressé. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais on a déjà des progrès très importants. Mais un phénomène qui demeure à un niveau moindre qu'il y a quelques années, avant notamment la crise sanitaire,
mais il demeure. Donc il ne faut pas baisser les bras, et il faut continuer de le combattre. J'insiste sur le fait que c'est vraiment une responsabilité partagée de Mmh. l'ensemble des acteurs, et voilà, de la collectivité. Euh, Parmi les acteurs, il y a évidemment au premier rang les conducteurs eux-mêmes, qui doivent voilà, être conscients de leurs responsabilités et y faire face. Et puis, peut-être aussi prendre un certain nombre de décisions pour leur permettre de faciliter l'accès à l'assurance. On a évoqué tout à l'heure les difficultés qu'il peut y avoir, notamment d'ordre économique. Et c'est là qu'il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner, euh, notamment celui qui consiste à faire baisser son risque. On l'a dit tout à l'heure, un jeune conducteur, quelqu'un qui n'a jamais conduit, par définition, il est vu par un assureur comme présentant un risque supérieur à un conducteur aguerri qui n'a jamais eu d'accident. Bon, c'est normal. Donc, il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner sur le fait de réduire son risque. Par exemple, pratiquer la conduite accompagnée, euh, par exemple, passer des stages d'éco-conduite, de conduite raisonnable. Euh, Par exemple aussi, choisir un véhicule de petite cylindrée, parce que sa dangerosité sera moindre. Euh, Ensuite, pour le conducteur, euh, en quête d'assurance, faire jouer la concurrence. Mmh. Il existe des comparateurs. Euh, Être bien au clair sur le niveau d'assurance dont il a besoin. Ce qui est obligatoire, c'est l'assurance de responsabilité civile. Responsabilité civile. Voilà, et puis il y a toute une série de techniques plus innovantes, l'assurance au kilométrage, l'assurance qui s'appuie sur une évaluation en temps réel de la qualité de la conduite de l'automobiliste. Voilà, enfin, en gros, le pire des paris, c'est de ne pas assurer. Il peut y avoir des situations où c'est objectivement pas simple de trouver à s'assurer, mais il y a des bonnes pratiques qu'on peut observer pour faciliter l'accès à l'assurance. Mmh. Comme vous l'avez justement dit, c'est l'affaire de tous. Alors on parlait tout à l'heure d'une sensibilisation peut-être au niveau de l'éducation nationale, mais n'oublions pas le premier vecteur d'éducation que sont les familles. Et donc, je pense qu'effectivement, les parents doivent aussi accompagner, expliquer, donc penser qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien maîtrisé et que, comme vous l'avez dit, dans les premières années de conduite ou dans l'apprentissage, bah, développer un certain nombre de pratiques. Alors, la conduite accompagnée, c'est pas forcément toujours facile parce que des parents n'ont peut-être pas forcément le temps ou la possibilité de le faire. En tout cas, peut-être aussi sensibiliser parce que quand on a un véhicule assuré, on ne pense pas forcément inscrire son enfant comme conducteur occasionnel, mais il est déjà connu des systèmes de l'assurance et donc sensibiliser aussi aux assurances. Donc, pas mal de points effectivement sur lesquels on peut agir. Et j'aurais peut-être envie de rajouter malgré tout que on a parlé un peu des catégories socio-professionnelles en donnant un aspect d'un profil un peu surreprésenté de jeunes hommes, mais on peut dire aussi que finalement, chez les étudiants, et ça y figure quand même des étudiants qui ont un certain niveau, c'est aussi présent. Donc, c'est pas qu'une question de formation ou d'éducation, ce problème-là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, oui, je suis absolument d'accord. Je pense que on a ce sujet économique euh, qu'on peut aider à surmonter en réduisant le risque dans la perception de l'assureur. Mm. Après, moi j'ai plaidé aussi pour qu'il y ait une réflexion au niveau des pouvoirs publics sur la meilleure prise en compte par des dispositifs d'aide existants. Je sais qu'on est dans une période de tension sur les finances publiques, il ne s'agit pas de Mm. multiplier les dispositifs, mais regardons les dispositifs existants tournés vers les jeunes en situation d'insertion économique. Et je pense en particulier aux jeunes qui n'ont pas accès à des transports publics efficaces, en particulier dans les campagnes.
avec du coup une vraie dépendance à la voiture. Et là, je trouve que voilà, réfléchir à mieux prendre en compte cet objectif de mobilité automobile avec son corollaire qui est l'assurance dans le cadre des dispositifs existants, ça me paraît souhaitable. Ouais. Mmh. Très bien, ben, Julien, nous arrivons à l'issue de notre échange. Je crois qu'on a fait un point extrêmement exhaustif pour justement essayer de comprendre tous ces grands enjeux. J'espère que nous aurons été clairs et que la parole pourra porter. Euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion que vous auriez envie de transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent? Alors, ben, la conclusion, ce serait peut-être voilà, de redire combien euh, il ne faut pas jouer avec l'obligation d'assurance. Euh, c'est un impératif. De redire aussi que voilà, ce combat contre la non-assurance, il y a des évolutions positives dont il faut se féliciter, souvent dans un pays qui ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. La création du FVA, c'est une vraie évolution structurante très très positive. Bon, face à ça, il y a des éléments de vigilance. On a évoqué les trottinettes électriques, des nouvelles mobilités qui sont assujetties à l'obligation d'assurance, mais il y a un vrai retard en termes d'assurance de ces EDPM. Et puis l'autre élément, un tout petit peu d'inquiétude, et ça me gêne de terminer là-dessus, mais c'est quand même un contexte économique un peu dégradé, euh, dont il faut absolument tout faire pour qu'il ne se traduise pas par une augmentation de la non-assurance pour les raisons économiques qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça, c'est banal, mais c'est ô combien vrai que on voit bien que cet enjeu concerne l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui accompagnent les jeunes au quotidien. Une affaire vraiment nationale. Peut-être dans cette conclusion, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment expliqué, se dire que quelqu'un qui a causé un accident et qui n'est pas assuré, vous l'avez dit en tout début, ça impactera financièrement toute sa vie. Peut-être aussi un mot de conclusion à donner là-dessus, c'est Ouais. par rapport à l'expérience du FGAO. Lorsque le FGAO se retourne contre quelqu'un de non assuré, quelle est l'importance de ce recours? Vous avez raison, c'est fondamental. La victime va être prise en charge par le fonds de garantie, mais ensuite, le fonds va se retourner contre l'auteur et lui réclamer le remboursement des sommes qui auront été versées à la victime. Et ce qu'il faut bien voir, c'est lorsque malheureusement un accident se traduit par des blessures, et on constate, nous, que ces blessures sont souvent graves, euh, eh bien, les montants des indemnisations versées aux victimes peuvent être très importants, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Il nous arrive d'avoir, dans des cas les plus tragiques de victimes lourdement handicapées à la suite d'un accident, des indemnités qui dépassent un ou plusieurs millions d'euros. Et Mmh. c'est bien cette somme que nous allons réclamer à l'auteur. Et Mmh. le fonds de garantie est patient, ce qui veut dire que si l'auteur aujourd'hui n'a pas les moyens de rembourser ces sommes très importantes, eh bien, on va les lui réclamer sur une très très longue durée, potentiellement pendant toute la vie. Mmh. Donc c'est ça le risque, le pari qu'il ne faut pas faire quand on est automobiliste, c'est de se dire pour éviter de payer une prime d'assurance, je vais rouler sans assurance parce que le risque, c'est bien celui-là, c'est de se retrouver endetté à vie à l'égard du fonds. Ben, Julien, un grand merci pour cet échange, pour la qualité de vos propos. Je pense que nous aurons en tout cas permis d'expliquer les enjeux, comprendre le FGAO, son fonctionnement, ses interactions, ses actions aussi de prévention. Et j'engage toutes les personnes qui nous écoutent à peut-être prendre connaissance justement du baromètre de façon régulière. En tout cas, nous allons poursuivre notre observation de l'évolution du baromètre avec grand intérêt et je vous propose pour cela bien que nous restions en contact. Et avec grand plaisir, Laurent, et merci encore une fois très, très chaleureusement de cette invitation et de cette occasion
voilà, de porter cette parole d'intérêt collectif. Et, et votre contribution est précieuse pour que, voilà, pour que le risque soit connu et qu'on progresse ensemble dans cette lutte. Merci Eh bien, infiniment, Laurent. avec grand plaisir en tout cas, et à très très bientôt. À bientôt.